Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien, j'accueille Stéphane Lenné. Coucou Stéphane. Bonjour Julien, bonjour à tous. Stéphane va nous présenter ses activités professionnelles et notamment l'utilisation de l'impro appliquée. Mais avant ça, Stéphane, est-ce que tu peux, te présenter plutôt artistiquement et donc comment es-tu arrivé dans le monde de l'improvisation théâtrale? Ok, présentation artistique alors. Je suis comédien d'improvisation depuis 2013, 12, 13, je sais plus. Au bout d'un moment, je crois qu'on arrête de compter. Ça, ça va faire une petite dizaine d'années là que je pratique l'improvisation théâtrale sur Orléans. Moi, je suis à Orléans, donc je pratique avec la troupe Grosso Modo, qui est la grosse troupe d'Orléans. Euh, voilà, j'y suis entré un peu par hasard. En fait, j'ai fait un peu de théâtre classique quand j'étais jeune, quand j'avais une dizaine d'années, quand j'étais préado. Et puis après, j'ai fait autre chose, du sport, du tennis de table, du foot. Et puis, j'avais complètement laissé tomber la scène, enfin la scène, le théâtre en tout cas. Euh, Par contre, la scène, j'ai toujours eu quelques activités scéniques, notamment en tant que musicien ou en tant qu'animateur radio. Animateur radio, scène, c'est pas vraiment une scène, mais en tout cas, c'est de la parole destinée à un public, euh, avec tout un jeu de personnages et de posture. Ouais, posture, c'est bien. Donc voilà, et puis je suis retourné vers le théâtre. Je cherchais une activité théâtrale en fait, euh, et je me suis dit, enfin, je suis tombé sur une troupe de théâtre d'impro, puis je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être pas mal, d'autant que je me souvenais des exercices d'improvisation que je faisais quand j'étais gamin, et puis je trouvais ça cool. Donc voilà, je me suis renseigné, on m'a dit, bah, viens faire 3 séances d'essai pour voir, et puis je suis rentré, je n'en suis plus ressorti. Et voilà, ça va faire une dizaine d'années maintenant. Mmh. OK. C'est, quelle troupe, compagnie à Orléans? Alors, la troupe s'appelle Grosso Modo, c'est Ah oui. donc une association orléanaise Mmh. et on pratique l'impro sous 3 formes majoritairement. Le match, évidemment. On joue dans une très très belle salle de 530 places à Orléans qui s'appelle le Théâtre Gérard Philippe. C'est super chouette. Donc là, c'est notre vitrine, on fait du match. Tu as dit 530 places? Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Alors, généralement, quand on invite des équipes extérieures, elles font waouh, ah ouais, nous on joue dans des théâtres, il y a 100 personnes. En fait, on est vraiment très très content de pouvoir proposer de l'impro dans une si belle salle. Euh, c'est une vitrine pour nous, pour l'association, et c'est aussi une vitrine pour l'impro, pour la discipline en elle-même, quoi. Avec groupe de musiciens en live, enfin, gros décorum. On essaie de faire vraiment les choses bien. Alors, on a 3 dates dans l'année, c'est pas énorme, énorme, mais, euh, mais quand on les fait, on essaie de les faire vraiment bien. Donc Mmh. voilà. À côté de ça, on joue dans des plus petites salles. On fait du catch dans une salle d'une soixantaine de places. Euh, et puis, on fait aussi du cabaret dans un bar en centre-ville d'Orléans. Voilà. On fait aussi un peu d'impro longue, euh, mais plus sur des prestations ou des demandes particulières. Enfin, je dis on fait, je parle au présent comme si c'était encore d'actualité. Pour l'instant, un petit point, bah, ça risque de se réinventer un peu tout ça quand on va pouvoir reprendre des activités artistiques en vrai. Mmh. Voilà. OK, ça marche. Hem Et comment, du coup, est arrivé pour toi l'impro appliqué? À quel moment, ouais, c'est venu s'inscrire dans une activité professionnelle? Alors, l'impro appliqué, ça va faire 2 ans et demi que je me suis mis à plein temps sur l'utilisation de l'improvisation théâtrale
comme outil pédagogique pour former à la communication professionnelle et à la communication interpersonnelle par extension, et à l'art oratoire. Quand j'ai commencé à prendre un peu d'expérience et un peu de galon dans le milieu de l'impro, notamment par ma pratique artistique et personnelle, j'ai commencé à moi-même animer des ateliers purement artistiques. Voilà, j'ai eu envie de le faire parce que je sentais que j'avais des choses que j'avais compris et que je voulais faire partager aux autres. Essayer de les emmener, de chercher avec eux des nouvelles manières de faire ou de pratiquer. Et donc, j'ai commencé à animer des ateliers d'impro artistique. Et puis, en même temps, dans ma vie professionnelle d'avant, j'étais plus ou moins arrivé à la fin d'un cycle où voilà, ça faisait 7 ans que j'étais sur mon poste. Je voulais changer un peu. Enfin, je cherchais un moyen de faire évoluer mon activité professionnelle. Et puis, l'idée de tout ce que j'avais appris en formation commerciale et dans mon expérience professionnelle sur la communication interpersonnelle, le relationnel, la prise de parole aussi. Voilà, j'ai mélangé un peu tout ça, l'animation radio, la scène, le théâtre, les compétences commerciales. Et puis je me suis dit, zut, j'ai un super outil. Alors au début, je le comprenais pas trop. Je me suis dit, l'impro théâtrale, je comprends pas comment ça marche, mais ça a l'air d'avoir un superbe effet déjà sur moi, et puis sur tous les gens que je croise qui ont testé ou qui ont eu une pratique théâtrale. J'ai mélangé un peu tout ça, je me suis dit, merde, je suis sûr qu'il y a un truc à faire sans trop comprendre, en fait, au début. Et puis, je me suis lancé. J'ai dit à mon ancien employeur, ciao, j'y vais, je vais tenter un truc. Et j'ai monté donc un organisme de formation euh, pour, euh, pour former à l'art oratoire et à la communication professionnelle avec l'outil impro-théâtre. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui avec toi. Ta vie pro d'avant, c'était commercial? Alors, ça a été principalement commercial, oui. En fait, moi, je vendais les espaces pubs dans une petite radio locale, enfin, petite radio locale, dans une radio locale. Euh, comme c'était une petite structure, j'avais en même temps la casquette du commercial et la casquette de l'animateur. J'avais un créneau que j'animais tous les jours en semaine sur la radio. Euh, C'était quoi la question initiale, pardon? Ton métier d'avant, est-ce que c'était commercial? Oui, c'est bon, j'ai répondu alors. C'est bon. C'était commercial et animateur. Animateur radio. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, ça coûte combien une pub radio locale? Alors, une pub 15 radio secondes. locale, Ouais, 15 secondes à midi. 15 secondes à midi. Alors ouais, on a toujours l'image du spot de 30 secondes en prime time sur TF1 qui vaut je sais pas combien de centaines de milliers d'euros. Enfin, d'ailleurs, ils facturent plutôt à la seconde sur les gros médias comme ça. Non, sur les médias locaux, on était en brut à 15 euros les 30 secondes, quoi. Oh, ça Donc, va! ouais, alors, si tu diffuses qu'un seul message et si tu espères que ta communication va fonctionner avec un message lancé comme ça sur les ondes, voilà. Bonne chance. Donc, on met en place une vraie campagne avec 7, 8, 9, 10 messages tous les jours à différentes horaires sur au moins 1 ou 2 semaines. Donc, voilà. Mais après, tout ça, c'est pareil, les prix, les tarifs, ça dépend des audiences, ça dépend des quantités, des contrats, de la tête du client aussi. Faut dire ce qui est un commerce. Et les prix, c'est toujours ceux qu'on est d'accord pour payer. Mhm. Donc voilà. Ok. T'as démissionné de là où tu étais? Alors, non. J'ai voulu faire une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Ils voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont proposé plein d'autres trucs. Tu veux quoi?
de l'argent, des femmes. Non, non, je déconne. Non, en fait, ils ont essayé de me retenir, mais moi, j'avais déjà switché dans ma tête, j'étais parti sur autre chose. Euh, et ils m'ont dit, bah non, ça nous coûte un peu cher, la rupture conventionnelle, donc bah, t'as qu'une seule solution, c'est de démissionner. Sauf que moi, je voulais avoir l'assurance de pouvoir Pas une sécurité peut-être? Je sais pas. ouais, avoir une sécurité pour lancer mon projet. Mhm. Et c'était à l'époque où la démission, je vais trouver le bon terme, la démission justifiée, non pas justifiée, pour motif. Je- alors ça sera le moment où tu vas pouvoir faire une petite coupe, je pense. Ok, ça marche. Non, voilà, la démission pour motif légitime, Ok. c'était en discussion à ce moment-là. Et donc, ça pouvait, si tu avais un projet de création d'entreprise, par exemple, enfin, c'était en discussion pour que ça soit, pour que ça t'ouvre des droits aux allocations chômage. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'était pile à ce moment-là. On a essayé avec mon employeur, parce que, bah, voilà, on voulait trouver un accord avec mon employeur. Il avait juste pas les sous pour payer la rupture conventionnelle. Mhm. Donc, on a appelé le Pôle emploi, tout ça, pour savoir s'il y avait moyen. On dit, ah, bah non, non, généralement, ce qu'on fait, c'est on organise un abandon de poste. Bon, c'est venu d'eux. Bah, on a dit, d'accord, bah, on va faire ça. Donc, on s'est arrangé pour que je me fasse licencier. Euh, Donc et c'est un arrangement entre l'employeur, toi et le Pôle emploi. ouais, en gros, c'est ça, ouais. Alors, en fait, ça marche très bien si personne. Déjà, si on On est. écoute ce podcast et pas que- Non, alors, ouais, alors, je sais pas ce qu'on pourrait me reprocher, ce qu'on pourrait nous reprocher d'avoir fait ça. Parce que c'est un moment où le Pôle emploi nous a dit, bah oui, c'est dans l'esprit de la loi qui vient de passer. C'était début 2019. C'est dans l'esprit de la loi qui vient d'être votée et applicable au 1er janvier 2019, mais on ne sait pas encore comment la mettre en place. Hmm. Donc voilà, je vois pas très bien ce qu'on pourrait nous reprocher d'avoir fait ça. Mhm. Bon, Ça marche. les allocations au retour à l'emploi, c'est une assurance, donc a priori, j'ai déjà payé avec mes charges salariales. Euh, voilà, je ne suis pas un dangereux criminel, mesdames et messieurs. Non, non, bah, ouais. Si c'est un arrangement qui arrange tout le monde, c'est plutôt bien, non? Ouais. Et toi, du coup, étant à Pôle emploi, tu as créé ton entreprise en étant inscrit à Pôle emploi. Tu avais, du coup, j'imagine, la possibilité de demander l'ARCE, donc soit d'avoir un capital pour la création d'entreprise ou alors de garder ton allocation. Tu as pris quelle option? Alors, j'ai pris l'option allocation mensuelle. Mhm. Enfin, maintien de. Ouais, c'est ça, c'est un alignement sur le salaire, c'est un complément de salaire en fait. Mhm. Donc, en gros, alors pour utiliser des mots simples, le Pôle emploi m'a dit, OK, vous avez un projet de création d'entreprise, très bien. Vous vous inscrivez au Pôle emploi, vous avez le droit à 2 ans d'allocation au retour à l'emploi, 2 ans et demi, pardon. Ou pendant ces 2 ans et demi, vous allez nous fournir des justificatifs de votre activité non salariée. Et puis, en fonction de ce que vous aurez gagné tous les mois, nous, on complétera pour que ça soit équivalent à, je sais plus si c'est 75 ou 80% de votre salaire d'avant. Mhm. Donc, ça me faisait une sécurité sur les mois où je générais un petit peu de chiffre d'affaires, donc un peu de salaire, le Pôle emploi complétait, enfin complète. Et sur les mois où je ne générais rien du tout, le Pôle emploi complète également. Enfin, je suis en train de mélanger les temps, j'utilise du passé et du présent en même temps, c'est un peu bizarre. Bref, si je gagne assez dans un mois, le Pôle emploi ne me verse rien. Si je gagne pas assez, il complète pour que ça soit équivalent à mon salaire.
à 75% de mon salaire d'avant. Mmh. Je donne des chiffres comme ça, ils sont peut-être pas hyper exacts, hein, pas un as de la précision là-dessus, enfin, ça doit être noté quelque part, mais Mmh. c'est plus pour le principe, pour Mmh. l'idée. Ouais, ça marche. OK, et moi, je me permets de te poser ces questions-là parce que je me dis qu'il y a des personnes qui aussi, des fois, se demandent, «Bon, si jamais là, je suis dans ma boîte, j'ai envie de partir, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les options?» Je crois que la démission, légitime pour projet, il me semble que là, elle prend bientôt fin en plus, si ce n'est elle a peut-être déjà pris fin. Il me semblait que c'était seulement sur un temps. Ouais, enfin, peut-être j'ai mal compris, mais en tout cas, j'ai l'impression que D'accord. c'était seulement sur un temps. Mmh. Et OK. bah, bref, il y a peut-être cette option qui est encore peut-être possible, et Mmh. le fait, si on fait, ouais, une rupture conventionnelle, on est à Pôle emploi, mais on veut créer sa boîte et du coup d'avoir une aide, c'est toujours intéressant, quoi. Mmh. Complémentaire en plus de l'ACRE, que tu as dû aussi avoir, quand tu t'es Oui, 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 mis. en plus, je bénéficie de l'ACRE. Voilà. Alors, j'avais pas pris l'option, tout le pécule d'un coup, tout simplement parce que l'activité que j'étais en train de monter, ne nécessitait aucun investissement de départ. Mmh mh. Voilà, créer un organisme de formation, bah, à part du capital intellectuel et un ordinateur, heu, pas que j'avais déjà, enfin l'ordinateur, oui, le capital intellectuel, je sais pas, je cherche encore. Mais, mais voilà, pas besoin d'investissement de départ, donc ça a aussi très facilement orienté mon choix. Mmh. Et, oui, à la création d'une entreprise, on bénéficie d'un autre dispositif qui est une réduction d'impôt sur les premières années, enfin, qui augmente jusqu'à atteindre le taux maximum au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Ça a encore Voilà. changé? Ah, Ouais, ok. ça a encore changé maintenant, c'est que 1 an, et je crois que c'est pareil tous les mois. Ah ouais, ok, Avant, alors qu'il y avait encore c'était, progressif. d'accord. Ok, Il me semble la dernière version, c'est tous les mois, mais ok. ça dure que 1 an. Bon, je suis pas ultra à jour dessus, mais, il me semble Ouais, ouais, que c'est pas la c'est. dernière chose que j'ai Mm. vue. Bon, en tout cas, l'idée, c'est que quand j'ai monté le projet, je me suis basé sur le taux maximum. Mmh mh. J'ai fait comme si j'allais être imposé au maximum tout de suite, Mmh. euh, pour prévoir mes prix et, et planifier à peu près mes objectifs et ce que ça pourrait donner en termes de chiffres. Mmh. Voilà. Et du coup, tu disais que tu as créé un organisme de formation? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer un Oh, organisme de formation? Surtout si on est, si j'ai bien compris, tu es plutôt en voilà, tu es en micro-entreprise. oui, 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 ma structure est une micro-entreprise. L'organisme de formation, ça veut dire qu'on est immatriculé. Alors, ça veut dire déjà que on répond à certaines normes et à certaines règles euh, par rapport à un organisme qui contrôle, qui est la Directe. Donc, c'est direction régionale de. Bref, c'est l'inspection du travail. Euh, donc, les organismes de formation sont recensés et doivent montrer un peu patte blanche quant à leur organisation et leur respect des règles pour pouvoir donner des formations, pour pouvoir dispenser des formations. Euh, donc c'est un peu codifié quand même. On ne peut pas devenir organisme de formation comme ça sans en claquant des doigts. Euh, c'est pas non plus. Enfin, à l'époque où moi j'ai créé l'organisme de formation, c'était pas non plus hyper réglementé, mais c'était réglementé quand même. Euh, bon, il faut pouvoir justifier qu'on sait ce que c'est qu'une formation, euh, qu'on connaît les tenants et les aboutissants, alors qu'on sait fixer des objectifs de formation, qu'on sait faire la différence entre de la formation et du coaching, qu'on sait évaluer une formation, qu'on sait justifier de la présence des stagiaires, qu'on sait compter les heures, voilà, donc les fiches d'émargement, les déroulés pédagogiques, les contrats de formation, voilà.
c'est plus normatif, en fait. Il faut prouver qu'on sait toutes les obligations qu'on a, qu'on connaît toutes les obligations qu'on a. Euh, et après, donc, la directe nous dit, OK, Monsieur Lenné, votre organisme de formation Coach Impro est référencé chez nous. Vous avez un numéro d'organisme de formation. Ce numéro d'organisme de formation, après, on l'utilise pour aller plus loin, pour se faire référencer. Alors avant, c'était le Datadoc, ça a encore changé. On va dire que c'est des labels qualité. Voilà. Maintenant, c'est Calliope. Avant, Datadoc, c'était juste un organisme donc, qui contrôlait, auquel on envoyait tous nos documents. Voilà mes quiz de fin de formation pour vérifier les acquis. Donc voilà mon document Word, comment il est fait. Hop, on envoyait. Voilà mes matrices de feuilles d'émargement. Voilà comment elles sont faites. Donc je sais les faire. Et regardez tout ça. Une fois qu'on avait validé tous les points, hop, tampon, Datadoc, et vous avez accès au fond de la formation. Alors les fonds de la formation, c'est les entreprises payent, je sais plus, c'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires, qui vont dans les caisses des organismes collecteurs, donc des OPCO. Et après, c'est redistribué à ces entreprises qui disent, bah voilà, moi j'ai tel salarié à former sur de la prise de parole ou sur de la communication commerciale. J'aimerais organiser une action de formation chez moi avec un organisme de formation qui est là, qui s'appelle Coach Impro, par exemple. Voilà, il me propose tant d'euros la journée. Est-ce que vous financez? Oui, non. Et ça permet d'accéder à ces fonds de formation. Euh, donc voilà, ça a été un peu là l'année dernière, ça a un peu bougé ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme de la formation professionnelle. Ils ont un peu resserré les boulons en termes de contrôle des organismes de formation. Avant, n'importe qui, enfin n'importe qui. Je vais dire une bêtise, mais on avait un studio de photos. Et puis, on disait, tiens, j'ai envie de faire de la formation à la photo. Hop, je m'immatricule, je fais un courrier à la directe. Et puis, je dis au Datadoc que enfin, je lui envoie des documents comme ça que j'ai pompés sur Internet. Et puis, je peux vendre mes formations 1200, 1300 euros à la journée pour 5-6 personnes. Voilà. Donc, bon, ils ont resserré un petit peu tout ça, ils ont augmenté les contrôles, en fait. Ce qui, à mon avis, a fait, a eu le. Alors, je sais pas si, je sais pas si c'est bien ou pas bien, en fait, parce que tous les petits organismes ou les gens qui faisaient ça de manière un peu annexe pour arrondir les fins de mois, ou voilà, bah, à mon avis, s'ils ont plus accès à ces fonds-là, ils vont ou changer leur manière de travailler, ou parce qu'on peut aussi faire de la formation sans avoir tous les référentiels qualité, etc. Mais bon, on va partir dans des détails un peu compliqués. Bon, bref, je crois que l'objectif du gouvernement en faisant cette réforme, c'était d'écrémer un peu euh, tous ceux qui se disaient organismes de formation. Voilà. Mmh. Je crois OK. que c'était plutôt l'esprit. Mmh. Et de Écoute, l renforcer aussi le contrôle qualité sur les gros organismes de formation mmh. sur le marché. Voilà. Toi, ton objectif, c'était justement, du coup, de pouvoir proposer des formations qui soient éligibles à, à un financement par les OPCO? Ouais. Ça a été mon axe de développement principal euh, parce que j'ai senti que c'était ce qui allait me faire manger le plus vite, je crois. Mmh. C'était assez et puis c'était le plus clair dans ma tête en fait. C'était voilà, j'ai des compétences et je sais où je veux aller en termes de communication orale et en termes de communication professionnelle.
Euh, je veux utiliser les outils du théâtre pour faire ça, pour pouvoir le vendre de manière assez simple et pour pouvoir... parce que là-dedans aussi, il y a une question de... Enfin, moi, j'y ai trouvé ma légitimité aussi. Mmh. Le fait de monter un organisme de formation, donc c'est-à-dire apprendre toutes les règles, tout le, euh, tout le fonctionnement du circuit, du marché, etc. Ça m'a donné une légitimité aussi importante, mais je m'en suis beaucoup servi. Déjà pour moi et puis pour promouvoir ce que je faisais auprès de mes clients aussi. Euh, et donc oui, c'était mon axe de développement prioritaire. Formation professionnelle avec l'impro appliqué et organisme de formation. Mmh. OK, ça marche. J'ai assisté une fois à une réunion, d'un organisme de formation avec, lequel j'ai eu l'occasion de bosser et puis elle voulait m'inviter pour que je vois aussi parce que, si on faisait prochainement des formations, bah, fallait, que je me réfère à toutes ces choses-là. Heu, Mm. c'est lourd et chiant, hein. Enfin là, de l'extérieur, quand j'étais là, je dis: «Attends, faut contrôler là, faut contrôler ça, faut la feuille de présence le matin, faut la feuille de présence l'après-midi, faut» enfin, je sais plus, il y avait un nom, et surtout, si tu parlais de contrôle, enfin, moi, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait vraiment que je contrôle, que j'étais vraiment en train de leur apprendre quelque chose et qu'ils avaient appris quelque chose. Mais après, pédagogiquement, c'est pas déconnant, il faut que les gens, ils apprennent quelque chose. Mais il me semblait qu'il y avait toute une lourdeur. Enfin, je sais pas, est-ce que toi, tu le vis comme une lourdeur ou non, bon, voilà, c'est comme ça ou non, ouais, c'est une lourdeur et en fait, ça me fait chier, ça se trouve, je vais arrêter Calliope. Et ben ouais, au début, enfin, je pense que pour plein de gens, les lourdeurs administratives, oui, de l'organisme de formation, donc effectivement, fournir des déroulés pédagogiques, justifier de la présence des stagiaires, donc les feuilles d'émargement matin, après-midi, proposer des progressions pédagogiques si c'est sur plusieurs jours, et puis pouvoir justifier tout ça auprès d'organismes qui nous les demandent. Euh, Ça peut paraître un peu lourd, mais en même temps, je crois que finalement, c'est ça, avec le fait d'être dedans, au début, ça m'a paru beaucoup, mais avec l'énergie des premiers mois et des premières années, bah tant pis, enfin, je mangeais tout, j'intégrais tout et je m'imprégnais de tout ça. Et ça le faisait. Enfin, j'ai pas eu de mal à construire mes documents, à apprendre le fonctionnement, etc., etc. Euh, Encore une fois, sans trop comprendre pourquoi je le faisais. Là, maintenant, hors de question pour moi de ne plus évaluer une journée de formation à la fin, de ne plus faire ne serait-ce qu'un truc tout bête, mais ne serait-ce qu'un tour de parole. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez appris dans ce qu'on a fait aujourd'hui? Mais prendre un vrai temps pour faire ça, quoi. Une vraie grosse demi-heure à la fin où chacun s'exprime et chacun réfléchit sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il a appris. Euh, voilà. Maintenant, je suis convaincu que si on ne fait pas ça, si on n'évalue pas le travail effectué, euh, alors après, évaluer, c'est un mot valise. Beaucoup de gens vont entendre, ah oui, il faut mettre une note. Alors, on va se calmer. Évaluer, c'est Oui, aussi, calmez-vous. ouais, évaluer, c'est aussi de l'auto-évaluation. C'est après, quand on fait un débrief d'un exercice, à la fin, alors, qu'est-ce qui a été dur à faire dans cet exercice? Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça n'a... Voilà, on fait aussi là une auto-évaluation de ce qu'on sait faire euh, et de ce qu'on a appris ou de ce qu'on a découvert sur les concepts. Ça peut être aussi ça, évaluer une formation. Bon, on nous demande beaucoup de mettre des notes quand même. Voilà, mon grand regret, euh, mais, euh, mais ça arrive. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc finalement, en fait, c'est pas si déconnant de pouvoir justifier de la présence des stagiaires et puis des compétences qu'ils ont acquises en formation. Sachant que là, c'est quand on se place dans un cadre, formation professionnelle, où on a accès au fond de la formation. Il y a à côté de ça, il y a toute une partie alors moi je l'ai identifié un peu plus comme du développement personnel,
ou du coaching, où là, on est sur, où là, on n'a pas accès au fond de la formation, mais il y a un besoin quand même. Il y a des gens qui cherchent à prendre confiance dans leur prise de parole, par exemple. Et ça, jamais un organisme collecteur, enfin jamais un organisme financeur nous donnera de l'argent pour financer une formation qui s'appelle prendre confiance ou apprendre à se connaître mieux et à connaître les autres. Voilà, parce que c'est pas des objets, non, mais C'est trop c'est flou. pas des compétences professionnelles en tant que telles pour eux. Mmh. Voilà, c'est pas un truc qui va être applicable dès le lendemain sur poste en situation de travail. Mmh. Alors, on pourra en débattre tant qu'on veut. Euh, Moi, je trouve que les deux vont ensemble. Il faut avoir de la technique et il faut avoir aussi développé des compétences transversales. Euh, mais voilà. Donc, en fait, moi, je vends de la technique et dedans, je mets de la compétence transversale. Voilà. Mmh. OK. Tu disais que sur tes interventions, il y avait de la communication, interpersonnelle, tu as parlé d'art oratoire. Ça se décline comment? Parce que comme tu dis, il faut des noms spécifiques qui disent qu'on apprend quelque chose. Donc toi, sont les noms, par exemple, que tu peux donner à des formations et qui sont pas trop floues? Eh ben, euh, maîtriser l'art du pitch, Mmh. par exemple, c'est facile. C'est une technique de communication commerciale ou managériale qui est très clair. Enfin, c'est un outil, en fait. On va apprendre l'outil sur cette journée. Donc, c'est un outil qu'on peut justifier euh, avec des techniques, avec de la mise en forme, avec de la posture de prise de parole, avec la gestion du regard, la gestion de la gestuelle, etc. Donc, voilà, ça va prendre une demi-journée sur la technique. Comment fonctionne l'outil pitch, comment on le met en place, à quoi ça sert, euh, la posture, tout ça. Et puis une autre demi-journée où voilà. Donc la moitié du temps va être sur la technique et l'autre moitié du temps va être sur alors qu'est-ce que ça vous fait, comment vous vous sentez quand vous êtes debout devant les autres. Et puis on va discuter on va chacun s'approprier en fait le regard des autres, prendre confiance, se faire des jeux de cohésion de groupe aussi, parce que bah, on va chercher des ressorts à l'intérieur pour se mettre en confiance avec les autres et être plus assuré dans sa prise de parole. Euh, et ça, bah voilà, ça, je le mets pas ou par des moyens détournés dans mes déroulés pédagogiques, mais ça fait vraiment partie de la formation aussi. Donc il y a ça, maîtriser l'art du pitch, euh, il y a euh, euh, structurer et dire un discours avec éloquence, par exemple. Je pars toujours d'une méthode ou d'une technique, enfin, d'un outil en tout cas particulier à, à mettre en œuvre à la fin de la journée. Voilà. Mmh. Euh, Structurer un discours euh, avec une thèse à défendre et la défendre avec éloquence, en faisant preuve d'éloquence. Voilà, on apprend des techniques rhétoriques, on apprend à structurer un discours, on apprend ce que c'est qu'un discours, ce que c'est que l'éloquence. Et puis à la fin de la journée, on a une restitution où chacun est apte, est capable de présenter un petit discours avec une thèse, un truc qu'il a à défendre sur un sujet. Mmh. Euh, où il a structuré sa pensée et puis il a utilisé des méthodes pour faire une accroche qui vaut le coup. Et puis il a amené des arguments qu'il a illustrés avec des exemples et voilà, on a appris ce que c'est que d'argumenter un sujet. Mmh. Et on a fait de l'impro aussi dans la journée parce que c'est important de comprendre comment fonctionne le regard des autres, le groupe et puis sa manière de s'exprimer. Voilà. OK. C'est marrant parce que enfin, je sais pas si c'est à chaque fois comme ça, mais à chaque fois, ça commençait par un verbe d'action. Tu disais, maîtriser, structurer, défendre. Ce qui ressemble souvent à des tableaux, de compétences où on est sur des savoir-faire. Les savoir-faire, à chaque fois, on est plutôt sur des verbes d'action. Puis après, le savoir-être, des adjectifs et les savoirs, ça va être, plutôt des noms. Enfin voilà, je sais pas si c'est le hasard ou Absolument pas. Si j'avais pas passé autant de temps à essayer de monter un organisme de formation, je n'aurais pas appris ça, en fait. mmh. Savoir formuler des objectifs pédagogiques, c'est aussi dans les référentiels.
quand on se fait immatriculer en tant qu'organisme de formation. Encore une fois, au début, je ne comprenais pas pourquoi, hein. C'est toujours pareil, quand on apprend, au début, on apprend le cadre et on apprend les codes sans trop savoir pourquoi. Même des fois en se disant, ouais, voilà, c'est chiant. Pourquoi ces codes-là, machin. Mais on s'approprie les codes, après on les comprend et après on peut jouer avec les codes. Et c'est ça qui est hyper. C'est exactement la même chose quand euh, en, en formation prise de parole, par exemple, euh, on parle de la tenue vestimentaire, comment on soigne son ethos, euh, la perception de l'orateur. Ouais, mais la tenue vestimentaire, ouais, moi j'ai envie de m'habiller comme je veux, parce que de toute façon, j'ai pas envie d'être un mouton. Ok, super. Mais approprie-toi d'abord les codes pour être à l'aise avec ça et être accepté avec ça. Et puis après, tu pourras mettre un coup de pied dedans et mettre ton propre style. Enfin voilà, en musique, c'est pareil. Je vois que tu as une guitare derrière. Quand tu as appris à jouer de la guitare, Je sais pas en jouer. C'est de la déco. Faut bon, bah, moi, ma guitare est là, tu vois. Quand j'ai appris à jouer de la guitare, un pote, il m'a dit, tiens, fais des gammes, là, des trucs un peu chiants. Ok, bah, super. Euh, bon, je les ai faits, je comprenais pas pourquoi. Et puis finalement, c'est après que je me suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, j'ai les doigts qui vont vachement plus vite. Je sais comment positionner mes doigts. Et les gammes, ah oui, ça sert à ça. Heureusement que je sais les faire parce que maintenant, je vais m'éclater avec ça. Voilà, c'est pareil. Tout ça pour dire que, oui, utiliser des verbes d'action pour formuler des objectifs pédagogiques, c'est quand même vachement pratique. Et c'est plus clair aussi pour les apprenants, pour les stagiaires, qui comprennent beaucoup mieux ce que je vais attendre d'eux, pour les clients qui sont aussi plus euh, c'est plus clair pour eux ce que je vais proposer. Donc voilà. Maintenant, je sais pourquoi il faut faire comme ça. Mhm. Ok. C'est marrant, à un moment, tu as utilisé le mot ethos. Euh, Ouais. et enfin, pour moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, ça doit être dans les interventions de Clément Viktorovitch sur Ouais. l'art de la rhétorique. Et bon, après, je sais plus, il y en a un autre sur YouTube qui cartonne, mais j'aime moins l'approche. J'ai oublié. Ferry, je sais plus. Bon, bref. Je le connais Et, moins. hein? Je le connais moins. Je connais plus Viktorovitch. Ouais. Ok. Et du coup, je me dis, ah, mais c'est un terme de la rhétorique. Alors non, je sais pas. D'où tu as appris ce mot-là? Est-ce que ça vient de l'impro? Ou est-ce que bah, finalement, non, tu t'inspires aussi peut-être d'autres approches pour tes interventions? Ouais. Alors en fait, je me suis rendu compte que euh, parce que moi, je me dirige quand même beaucoup. Alors parce que c'est en vogue en ce moment et qu'il y a des besoins, je me dirige beaucoup vers l'éloquence et la rhétorique. Et je me rends compte que utiliser uniquement l'impro appliqué pour faire de la rhétorique, euh, c'était pour moi c'était trop peu. Ou en tout cas, ça comble pas tous les besoins quand on prétend à développer ses capacités d'orateur. En fait, ça n'est qu'une partie. À mon sens, dans l'état actuel des choses. Euh, Hmm. je continue d'apprendre des choses, euh, de me former aussi, donc voilà. Euh, euh, L'éloquence, comme nous l'apprennent les grands maîtres de l'Antiquité, enfin, ça, la notion d'éthos, de pathos et de logos, c'est un truc qui n'a pas bougé depuis Aristote, quoi. Donc, la perception de l'orateur, la logique du discours et puis l'émotion qu'on va passer dans ce qu'on dit, euh, ça, c'est un peu immuable. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'autres définitions et voilà, d'autres cadres au concept que ça. Je crois qu'on a rajouté le cassos dedans. Non, je rigole. Alors, Mauvaise blague. certains de mes stagiaires rajoutent aussi le Porthos et l'Aramis. Ah oui, c'est drôle. Allons-y. Ouais. Ah oui, Ethos, Porthos et Aramis. Ouais. Et puis moi, je rigole poliment en faisant croire qu'on ne l'a jamais fait.
Non, mais voilà, en fait, en plus, alors pour moi, dans l'éloquence, l'improvisation va avoir son rôle euh, dans tout ce qu'elle a de... en fait, c'est déjà l'étape, on va plus loin. Quand on se met à improviser, ça veut dire qu'avant, on a déjà structuré son discours, qu'on a les idées claires, qu'on a déjà acquis une certaine confiance en nous et qu'on est sûr de notre image d'orateur. Donc, on s'est déjà forgé un ethos euh, qui nous convient. Et puis après, on va s'amuser à aller jouer avec l'émotion du public. Donc à jouer avec le pathos, à en mettre là où il y en a besoin, à en enlever là où il n'y en a pas besoin. Et là, l'aspect l'aspect improvisation prend tout son sens. Euh, euh, je vais balancer plein de mots, là, plein de concepts que j'ai pas encore réussi. Non, non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est une recherche de tous les jours. C'est comment j'arrive à organiser euh, tous ces concepts et tous ces trucs dans ma tête pour en faire quelque chose qui fonctionne et qui va être utilisable et transposable sur tous les gens que je vais avoir en formation. Quand on fait de l'impro, bon, déjà, on apprend la scène, on apprend à se positionner sur une scène, donc il y a aussi une notion de corps. Moi, je fais beaucoup de mime, je passe beaucoup par le mime pour, euh, euh, pour développer ce qu'on appelle le charisme, la présence. Mhm. Euh, je suis juste là, je ne dis rien, et juste avec mon regard, on attend quelque chose de moi et je capte l'attention. Voilà. Mhm. Euh, euh, J'utilise beaucoup le mime pour faire ça. Après, dans l'improvisation texte, on va plus chercher du lâcher prise, comment j'assume mes idées, comment je me mets dans un rythme avec les autres. En fait, tout ça, c'est un peu flou. Je sais que c'est des trucs, quand on le maîtrise, ça sert et on est meilleur après en tant qu'orateur, mais je ne sais pas encore dans quel ordre et avec quels outils je peux les faire travailler. Donc pour l'instant, voilà, je fais faire des exercices d'impro dans un ordre qui me convient, où on défriche tout ça et chacun en ressort euh, ce qui lui est applicable. Et puis le but à la fin, c'est que quand on fait son pitch ou quand on fait son petit discours, on se sente mieux et plus à l'aise euh, pour convaincre son auditoire. Donc voilà, je suis encore en recherche de la méthode parfaite qui va marcher pour tout le monde et tout. Mais voilà, donc impro, ok, pour certains points. À côté, maîtriser quand même les bases de l'éloquence, des techniques de rhétorique, des choses qui sont très, très factuelles. Hein, euh, euh, une exorde ex abrupto, voilà, pour utiliser un terme un peu, un peu expert. Le fait Mhm. de se planter devant un public et puis commencer directement par tous les jours, il y a des millions d'arbres qui sont abattus sur Terre. Voilà. Sans avoir dit bonjour, sans s'être présenté ni rien, ce qu'on appelle un exorde ex abrupto. On commence par un truc très marquant pour capter l'attention du public. C'est une technique de rhétorique. Bon, Mhm. voilà, dans quel cadre on la met en place, pour quel objectif, pour servir quel objectif, ça après on peut en discuter, mais voilà, il y a plein de choses à... Et justement, le fait d'avoir fait un peu d'impro avant, euh, ça va permettre de se sentir mieux et plus à l'aise pour faire ce genre de choses. Euh, Mhm. et pour que ça ait un peu de gueule et que ça soit un peu euh, flamboyant, virevoltant, Cyrano de Bergerac. Voilà l'objectif. Mhm. Ok. Mais du coup, c'est vrai ou pas? On arrache vraiment des millions d'arbres? Non, je rigole. Moi, j'étais pris dans le truc. Il y a Ah. un grand principe en communication, c'est que, et surtout en rhétorique, c'est que ça n'est pas la recherche de la vérité, c'est la recherche de l'adhésion du public. Mhm. Et Mhm. ce sont deux choses différentes. D'accord. Et ça, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les anciens de la Grèce antique. Mhm. On parle aussi beaucoup d'éthique euh, et on débat beaucoup sur les idées aussi hein, en formation.
Moi, j'ai des idées assez arrêtées sur le sexisme, par exemple. Ceux qui commencent à faire des petites blagues, tu sais, le sexisme ordinaire, là, ouais, de toute Oui, façon, oui. les femmes, machin, je les arrête tout de suite et je leur dis, voilà, pas de ça aujourd'hui avec moi, parce que, et je développe, j'argumente, et puis on peut en débattre après. Je veux dire, on est en train d'affûter nos outils rhétoriques, quoi, on est en train de mettre en place notre logos. Mhm, Ça aussi, j'aime bien le montrer en formation. mhm. OK, ça marche. Tu as parlé de coaching, c'est-à-dire qu'à côté des formations, tu fais aussi de l'accompagnement individuel de personnes? Ouais? Ouais, 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 je fais ça. Que sur de l'art oratoire aussi ou enfin c'est quoi, quelles sont tes propositions en accompagnement? Sur le coaching, c'est oui, art oratoire, éloquence. Par exemple, là, sur le grand oral du bac, je pense qu'il y a pas mal de boulot. Alors après, il faut trouver la bonne porte d'entrée pour le proposer et avoir des clients, mais on est pile dedans, quoi. C'est-à-dire que apprivoiser le regard d'un public, savoir maîtriser sa posture corporelle, euh, structurer un discours et puis l'incarner et mettre du soi dedans. Voilà, on est en plein dedans. Ça, je peux le faire aussi en individuel. Euh, sur du coaching, je peux faire aussi de la communication professionnelle, utiliser tous les outils de euh, communication bienveillante ou affirmation de soi. Euh, préparer un entretien professionnel, par exemple, préparer une présentation à enjeu, euh, préparer, préparer un recadrage de collaborateurs, j'en sais rien. Enfin, je m'adresse autant à Ah des ouais. salariés qu'à des managers. Mais voilà, enfin, je maîtrise pas mal de techniques de communication euh, que je peux transmettre via un accompagnement individuel. D'ailleurs, je préfère accompagnement individuel plutôt que coaching. C'est con pour un mec qui a appelé sa boîte Coach Info. Mais, ouais, parce que euh, j'ai vraiment la méthode de travail formation. Voilà. Ouais. Sauf qu'au lieu que ça soit un groupe de 12 personnes, ça va être un groupe d'une personne que je vais former. Voilà. Mmh. OK, ça marche. Tu as parlé donc de ton activité précédente qui était, dans le domaine plutôt, commercial, mais pas que, l'animation radio. Justement, mais c'est la partie commerciale qui m'intéresse. On n'en a pas forcément parlé là dans tes prestations et peut-être parce que c'est dilué dedans et j'ai pas fait, attention, mais est-ce que tu proposes justement des je sais pas, des formations par exemple, ou des interventions où justement tu pour commerciaux ou alors, ou pas des commerciaux, mais avec l'apport, commerce, à leur enseigner quoi? Ouais, OK. Ouais, ouais, j'ai certaines de mes formations qui sont plus axées sur de la négociation, par exemple. Mmh. Négocier, convaincre ou prospecter, prospecter, trouver des clients. Voilà, ça c'est des choses que je maîtrise. Mener une action commerciale. Alors, c'est pas ce qui me fait le plus, euh, c'est pas ce que je mets le plus en avant parce que voilà, là c'est encore un peu plus technique et il y a alors la technique je l'ai et je sais la transmettre et je sais l'enseigner, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi de la communication dedans, mais euh, donc je le fais quand on me demande, mais c'est pas ce que je cherche à développer le plus. Euh, ouais, c'est pas ce que je cherche à développer le plus. Tu cherches à développer quoi justement? Enfin s'il y a quelque chose que tu cherches à développer spécifiquement? Ben moi, mon Graal, ça serait de trouver une méthode, en tout cas de maîtriser à fond la, la. En fait, j'aimerais que tous les gens qui viennent bosser avec moi deviennent des Barack Obama du discours, quoi. Euh,
ou des Christiane Taubira du discours, ou des Éric Dupond-Moretti du discours, ou des Fabrice Lucchini du discours. Non, voilà. Enfin, j'aime vraiment l'aspect virevoltant, en fait, Mhm. euh, de, du phrasé et de la parole. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de développer. Mhm. Voilà. Il y en a un peu dans négocier et convaincre quand on se prépare à un rendez-vous commercial, mais il y a aussi beaucoup de techniques avant ça. Mhm. Voilà. La technique pure qui est pour moi un peu moins intéressante. Mhm. Ouais. Ok, ça marche. T'as pas dit Donald Trump, c'est parce que c'est pas un bon orateur ou... Ouais, Euh, en vrai, c'est une vraie question, j'en sais rien. Moi, ouais. Bah, il y a un épisode de Boxe avec les mots, justement, de Viktorovitch qui Ah, ok. décrit la rhétorique de Donald Trump. Ouais. Alors, il utilise des techniques rhétoriques qui sont efficaces. Euh, L'invective, you must. Voilà. On peut le décrypter, en fait, Mhm. sous, sous un angle technique. Euh, il a son propre style et il a quand même réussi à se faire élire président des États-Unis. Donc, a priori, en termes d'art oratoire, il maîtrise quand même un peu son sujet. Puis, c'est un homme de télé, Donald Trump. Il a appris à parler aux gens à la télé. Donc, il s'est construit un personnage euh, et une façon de parler, de raconter qui est très propre à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Pardon, j'ai pas dit ça. Enfin, chacun a le choix. Mais voilà. Mhm. C'est un orateur qui sait convaincre. Ouais. La partie des gens qui se laissent convaincre. Qui l'a convaincu. L'autre personne qui fait les vidéos YouTube, ça vient de me revenir, c'est Victor Ferry. D'accord, ok. Voilà, tu verras, il a 300 000 abonnés et ça a monté très vite parce que c'est intéressant. Mais comme je dis, moi, j'aime, c'est moi le personnage qui me, j'aime Ok. moins l'écouter. J'irai checker ça, sans problème. Euh, j'ai jamais vraiment donné d'atelier de prise de parole en public avant cette année parce que comme il y avait confinement et que je me disais que bon, il y aurait encore et que je me suis rendu compte que bah, la visio pouvait être un élément de je sais pas, sécurité pour avoir une rémunération. J'ai proposé depuis cette année seulement des cours de prise de parole en public. D'ailleurs, il m'a pas fallu en parler beaucoup pour que j'ai de nouveau d'autres demandes et je me dis: «Bon OK, enfin, je sais pas si c'est parce qu'il y a un marché ou parce que, des copains se sont dit: "Ah Julien, il sait faire ça aussi", alors du coup, il me suggère, je sais pas trop, mais hem ce qui s'est passé, c'est que alors que je me suis dit: «Bon, ça peut se transformer en visio et c'est ça qui me permettra d'avoir un Mm, revenu». Je me suis mm, rendu compte que du coup, je faisais de la prise de parole en public en visio. Parce que c'est ça qui s'est passé. Au final, j'ai donné que quelques cours en présentiel et après ça s'est transformé totalement en visio. Est-ce que ouais. tu as eu le cas toi? Est-ce que certaines de tes activités sont passées en visio? Et du coup, est-ce que tu as dû adapter des choses? Qu'est-ce que ça change pour toi, vis-à-vis de tes interventions? Oui, alors certaines de mes activités sont passées en visio, toutes. Et est-ce que j'ai dû adapter des choses? Oui, toutes. Euh, euh, Bah, en fait, depuis le début du confinement, qui a commencé au mois de mars de l'année dernière, parce que, en fait, moi, là, dans ma tête, pour moi, je vis un long confinement d'un an. Oui. Voilà. Dans nos activités, en fait, les moments où on peut sortir, c'est Alléluia, allez, on va voir du monde, on va rencontrer des vrais gens vivants. Donc, depuis le début du premier confinement, oui, en fait, mon activité de formation s'est maintenue, heureusement, parce que l'activité artistique. Ah oui, j'ai oublié de te dire, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais je fais aussi de l'animation par l'impro à côté de mon organisme de formation, et je fais aussi des ateliers d'improvisation artistique. Voilà. Mmh. OK. J'ai Tu as double aussi compte. d'autres revenus et qui sont en lien avec OK. Ouais. Enfin, potentiellement hors confinement, et voilà. Mmh mh, Mais mmh. ouais,
pourra en reparler. Oui, donc les formations qui étaient signées, moi, on m'a dit, bah, tu les fais quand même, il faut que tu t'adaptes en visio. Enfin, il faut que tu t'adaptes en visio. Est-ce que tu peux t'adapter en visio? Bah oui, en fait, oui, la théorie, c'est la même chose. Faire preuve d'éloquence, c'est gérer son ethos, mettre du logos et du pathos dans ce qu'on raconte. Bah, si ça peut se faire en vrai, ça peut aussi se faire en visio. Ça peut aussi se faire avec un masque. C'est juste qu'il va falloir trouver des techniques euh, pour, euh, pour jouer sur d'autres terrains ou appuyer différemment sur d'autres leviers. Quand on a un masque, qu'on veut faire du théâtre avec un masque chirurgical, hein, ça s'entend, et ben on n'a plus toutes les mimiques du visage. Donc, bah, tant pis. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon approche. Tant pis, on va s'amuser autrement, avec du jeu clownesque ou du jeu de cartoon, où il va y avoir beaucoup plus de gestuels, voilà, des trucs très, très appuyés, où les yeux vont être, on va être un peu dans le surjeu. Bon, alors, l'impro théâtrale nous permet ça, hein, de pouvoir toucher à plein de styles différents. Euh, mais on va quand même développer sa présence sur scène, on va développer le lien qu'on crée avec le public euh, par ses actions et son personnage sur scène. Donc voilà, il y a juste à s'adapter, mais je suis persuadé qu'on peut trouver oui, des méthodes et des exercices pour travailler certaines compétences en visuel. Mmh. Il y a quand même, voilà, c'est quand même moins facile parce qu'au niveau du corps, euh, c'est moins évident de faire travailler sur le corps quand on est en visio. Euh, Après, voilà, si je me regarde moi, je m'exprime pas différemment là en visio euh, que si on était en face à face. Voilà, je Tu es bouge sûr, pareil. Stéphane? Pardon? Tu es sûr? Je rigole. Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dans ce que j'ai envie de raconter et dans l'intensité de ce que je dis, pour moi, c'est pareil. C'est juste que là, je suis assis, alors que euh, si j'ai à apporter les mêmes réponses aux mêmes questions devant 15 personnes sur une scène, eh ben, je vais le faire de la même façon. Et ma gestuelle va être, mais parce que je l'ai développé avec les années et avec l'impro. Voilà, c'est ce que j'essaye d'enseigner. Mais voilà, il faut tout reprendre par étapes pour que les gens que j'accompagne atteignent ce truc-là, quoi. Mmh mh. Voilà. Mmh. Donc oui, tout est adaptable et on le fait. Bon, il y a quand même un goût il manque il manque le contact humain quand même. Voilà. OK. Je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur les parties artistiques, mais il y a un point qui m'intéresse et je ne sais pas dans quelle mesure était utile, dans ton approche, pas tes interventions, mais plutôt ton approche commerciale, puisque tu me dis que tu as eu une activité commerciale. Est-ce que le fait que tu aies été commercial, tu as le sentiment que ça t'aide pour avoir des nouveaux contrats? Euh, oui, oui, oui. Très clairement, si j'avais pas ce passé commercial, ça aurait été plus dur de lancer cette entreprise Mmh. et de la faire progresser. Alors, bon, je suis pas encore sorti d'affaires, c'est encore un peu fragile là, mais parce que ça fait que 2 ans et demi que je suis structuré et en route. C'est encore un peu fragile, mais je pense que ça va marcher. On fera les comptes à la fin de l'année là, euh, mais a priori je devrais passer ma 3e année. Ouais. Oui, si j'avais pas ces compétences commerciales, le fait de savoir comment aborder un client, comment proposer un service euh, et comment aller au bout et comment signer le contrat, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi oui, de,
de développer mon activité. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que euh, les écoles de commerce, c'est dans les écoles de commerce qu'on forme les entrepreneurs, quoi. Parce que Mhm. c'est avant tout proposer un service à quelqu'un qui a besoin de ce service. Et puis lui mettre une valeur, euh, lui fixer une valeur, ça c'est ce qu'on appelle le prix. Et voilà. Mais la démarche, en fait, c'est la même. Donc oui, oui, moi ça m'aide beaucoup euh, Mhm. pour trouver les adéquations entre le service que je vais proposer et puis qui est-ce que je vais qui est-ce que je vais démarcher, à qui est-ce que je vais proposer ce service, comment je vais lui proposer. Alors voilà, ça m'aide. Moi, euh, je suis un peu de l'école. Euh, je vais pas dire de la vieille école parce que ça fait un peu réac, mais je suis de l'école. Moi, j'ai appris mon métier en participant à euh, des réunions d'information, en allant rencontrer des gens, limite en faisant un peu de porte-à-porte. En tout cas, quand je décroche mon téléphone pour contacter un organisme de formation, une entreprise avec qui j'ai l'impression que je pourrais travailler pour leur apporter quelque chose. Bonjour, je m'appelle Stéphane Lenné, je fais de la formation à la communication professionnelle en utilisant les outils de l'impro théâtrale. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour s'en parler? Voilà, je sais pas vendre au téléphone et je sais pas bien vendre sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai besoin de rencontrer les gens. Là je suis un peu triste en ce moment et c'est plus dur pour moi de développer mon activité avec toutes les contraintes qu'on a de déplacement, notamment les conférences ou les réunions business qu'on peut, auxquelles on peut participer quand il y en a qui sont organisées en local par, je sais pas, la chambre des métiers ou le département, des trucs comme ça. Les vœux aux acteurs économiques, par exemple, c'est un truc tout bête, mais c'est le genre d'invitation où on va écouter un mec parler pendant un quart d'heure et puis après on va discuter euh, entre entrepreneurs de la région. Et puis on va se passer des fois ça donne rien. Et puis des fois, ah tiens, je connais un tel, appelle-le de ma part. Voilà. Moi je bosse comme ça et là en ce moment je suis un peu triste. D'accord, donc c'est une sorte de, enfin, ça marche par le développement de ton réseau un peu. Enfin, si je le traduis, hein. Ouais. En tout Plus que cas, faire une prospection téléphonique, par exemple, c'est plutôt, des occasions où il y a des gens qui sont là et de parler de ce que tu fais pour ouais, potentiellement en vendre. ouais. Alors la prospection téléphonique, j'en fais un peu, mais je trouve ça. J'en ai fait beaucoup au début de ma carrière de commercial. C'est bien quand on a de l'énergie à revendre et pour se former et pour rôder un discours, par exemple. Après, je trouve plus efficace de se faire recommander, de développer un réseau existant. Euh, plutôt que de faire de la prospection téléphonique pure et dure. On va se faire un listing, ça va prendre une journée. Ouais, encore, enfin, ça dépend du listing, mais voilà. Et puis après, on va passer tous les coups de fil. Il y en a un sur 10 où la personne va nous dire, bon, déjà, il y en a 3 sur 10 qui vont décrocher où on va avoir la bonne personne. Après, sur ces 3-là, il y en a un demi qui va nous dire, ah ouais, ça peut peut-être m'intéresser, rappelez-moi la semaine prochaine ou dans 2 mois. Et puis, voilà. Bon, c'est un peu long et fastidieux. Voilà, j'aime bien l'approche d'utiliser l'existant et de faire Mmh. fleurir l'existant, de Mmh. développer l'existant. J'ai, je pense il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, j'avais fait des after work que moi j'avais initié. J'avais créé l'événement, j'avais créé 3 événements Ouais. où, j'invitais des gens et puis en gros je me disais: «Bon OK», j'ai explicité dans le texte que c'était plutôt à destination de personnes, décisionnaires, RH, managers, Mhm. voilà, et dans l'objectif de découvrir les applications de l'impro appliquée. Lors de cette
de la première soirée, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de coachs, de gens indépendants qui viennent et du coup, c'est pas du tout ma cible, tu vois? Je me dis: «Bon, OK, ils veulent voir l'impro pour peut-être en mettre dans leur activité. OK, pourquoi pas, mais juste, j'avais limité le nombre de places et je me dis: «Oh dommage qu'ils prennent cette place-là, là où peut-être, il y en aurait eu d'autres qui seraient venus». Surtout qu'il y avait une petite liste d'attente, alors bon, après voilà, tant pis. Sinon, il faut que je fasse un meilleur filtre. Mais bon bref, de toute manière, j'avais fait 2 autres soirées encore où finalement il y avait moins de monde. Donc je pense que j'avais le plus gros, qui était venu la première fois et j'en ai parlé à une amie qui avait fait ça elle aussi au début. Donc c'est à Strasbourg, elle s'appelle, Karen Châtaignier pour ceux et celles qui la connaissent, Ok. ou pas, voilà et elle m'avait dit, bon elle avait commencé déjà en 2007-2008, de faire, de l'impro appliquée et elle me dit: «Ouais, j'ai fait ça au début». C'est pas ça qui ramène les contrats. Ce qui ramène les contrats, c'est appeler, c'est appeler, c'est appeler et j'ai dit: «Ah OK, d'accord, intéressant». Mais aujourd'hui, là, actuellement, de toute manière, j'ai pas le temps d'appeler et si j'ai pas le temps d'appeler, c'est parce que j'ai des nouvelles choses qui arrivent et j'ai l'impression que c'est plus mon réseau au final qui m'apporte et je donne encore un complément et puis tu vas peut-être, compléter, ce que je dis. C'est que je me dis: «Bah, du coup, pour moi, la prospection n'est pas forcément la bonne formule». J'ai l'impression que c'est beaucoup d'énergie au final pour que quelques petites, parfois, satisfactions. Là où le réseau, ça me donne des satisfactions, comme ça aléatoires qui arrivent et quelqu'un à un moment me recommande ou m'appelle, de la part de je fais: «OK, cool, merci» et quand j'avais vu une formation à Paris de l'organisme Impro 2, ils formaient, enfin, il y avait une formation qui existe peut-être encore, hein, je pense que ça doit il y avait 1 ou 2 ans que j'avais vu ça, où j'avais cru comprendre que dans la formation, quelque part, d'avoir une équipe de commerciaux, pardon, était, commercial féminin aussi, voilà, de commercial et commerciaux, était presque un indispensable pour le développement de son activité. Donc du coup, je me dis: «Ah bon, peut-être que» enfin, je sais pas. Donc je sais pas qu'est-ce que tu en penses, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a un peu, peut-être, juste des points de vue et des gens qui peut-être maîtrisent très, très bien la partie prospection et donc c'est comme ça que ça marche très bien. D'autres qui marchent très bien au réseau et puis point. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi qui parle beaucoup là. Non, non, mais attends, par rapport à ce que moi j'ai parlé beaucoup, franchement, franchement, ça va, hein. Tu as même encore un peu de rab, si tu veux. Alors, je pense que moi, je suis tout seul. Je fais en même temps la conception des ateliers, en même temps la prospection commerciale, en même temps le développement du réseau, en même temps l'administratif, en même temps la comptabilité, etc. Moi, pour l'instant, le réseau me va bien parce que, comme tu dis, ça se fait un peu tout seul. Si on bosse bien, normalement, on doit être recommandé. Et puis, euh, je- alors, ça n'empêche pas d'avoir une posture un peu proactive. Si ça se passe bien avec un client, eh ben, on peut lui demander amicalement, voilà, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par mes interventions? Est-ce que tu n'as pas une idée de quelqu'un que je peux appeler de ta part? Voilà, ça, c'est pas compliqué à faire. On prend un ou deux numéros, on appelle, voilà, sans être obligé de se fader un listing de prospection téléphonique complet. Mais voilà, ça peut être cool. Après, par contre, alors, euh, on verra, mais peut-être que à l'avenir, si je me projette dans 3, 4, 5 ans, euh, si je développe bien la partie formation, que je développe bien la partie team building, parce que je fais aussi du team building avec l'impro, et ça, c'est des choses qui peuvent être un peu plus sujettes. Tout ce qui est animation, centre de loisirs, team building en entreprise, ou, euh, ou même dans les collèges, les lycées, voilà, les projets d'impro plutôt artistiques qui sont pas là, pas sur la partie formation. Mais ça, oui, ça peut mériter, quand on a une structure qui est bien établie, ça peut mériter d'avoir une personne à plein temps qui passe des coups de fil, qui entretient un réseau, qui rappelle les collèges ou les écoles ou les centres de loisirs régulièrement, d'une année sur l'autre, pour leur reproposer une intervention d'impro, qui entretient le réseau avec les entreprises pour vendre des team building. Voilà, ça c'est je pense que ça peut être l'équipe commerciale peut-être. Euh,
peut être une bonne solution. Mais il faut être structuré pour. C'est-à-dire que, alors, un Pro 2, je vois à peu près comment ils sont structurés. Ils sont une quinzaine de formateurs. Enfin, c'est une grosse machine, il faut que ça tourne. Donc là, oui, il y a, je sais pas combien ils sont dans l'équipe commerciale, mais là, oui, il faut entretenir du réseau, passer des coups de fil, faire des relances. Enfin, moi, tout seul, pour l'instant, voilà. Je saurais le faire, mais j'ai d'autres choses à faire et qui me paraissent plus efficaces. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mmh. OK, ça marche. Merci Stéphane. On va arriver sur la dernière, question de cet entretien. Heu, Ouais, la dernière question! Ah, on m'a tellement parlé de la dernière question, je veux absolument savoir laquelle non, c'est. mais elle est pas folle, non, c'est pas T'as vu comment non, je te mets la pression là? Je sais oui, même pas si... je En fait, je déconne, on va jamais parler. non, moi je j'aime bien la dernière question de Mathieu Asselin dans ses podcasts. Voilà, c'est un clin d'œil à Mathieu. Salut Mathieu. J'aime bien comme il fait. Non, 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 ma question, en fait, bah, je me dis qu'il y a plein de gens, voilà, qui peuvent écouter ça. En général, j'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui sont déjà bien heu, dans les activités impro appliquées. Je me dis: «Bon, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par le domaine, ça peut aussi leur apprendre des choses» et au-delà de la manière dont on a fait, il y a peut-être aussi des éléments d'état d'esprit, je ne sais pas. En tout cas, la dernière question est peut-être un peu plus pour ces personnes-là, qui est, bah, si, une personne voudrait aujourd'hui, justement faire de l'impro appliqué, passer le pas, démissionner de sa boîte pour, enfin pas démissionner, avoir une sécurité peut-être. Bref, partir de sa boîte pour faire cette activité, essayer d'en vivre potentiellement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Ah, Humblement. ouais. Alors déjà, effectivement, je reviens juste sur le petit clin d'œil à tous les confrères et toutes les consoeurs qui font de l'impro appliquée et qui regarderont peut-être cette vidéo. Je sais qu'on a tous des points de vue différents sur la manière d'aborder la pratique de l'impro en formation ou pas. Et moi, dans tout ce que j'ai dit là, c'est mon ressenti. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Je suis en train de construire. Je crois que c'est une discipline. On sait pas. D'ailleurs, Mathieu Asselin le dit très bien. C'est que pour l'instant, en termes de science et de recherche sur cet outil de l'improvisation théâtrale, on n'a pas grand-chose. Moi, honnêtement, voilà, pour l'instant, je fais tout quasiment à l'instinct. J'essaye de structurer ma pensée et d'avoir des choses qui fonctionnent. Alors, je me documente beaucoup et le peu de ressources scientifiques que j'ai, je les utilise. Euh, mais voilà. Donc, tout ce que j'ai dit là, en fait, ça n'est valable qu'à cet instant T, aujourd'hui en 2021, en mars 2021. Et peut-être que ma façon de penser sera différente l'année prochaine ou dans 2 ans. J'en sais rien. Voilà, c'est ce que j'ai observé et ce que je vois à l'heure actuelle. Pour ce qui est des conseils, si on voulait se lancer, euh, moi, je suis convaincu, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé, moi, il y a 2 ans et demi, je suis convaincu qu'il y a des choses à faire et que aller chercher, aller chercher sa construction personnelle et aller chercher sa confiance personnelle pour pouvoir porter des idées, pour pouvoir porter une parole, peu importe les les valeurs qu'on porte, voilà, sans jugement de valeur aucun. Je trouve que plus l'ensemble des gens qui composent notre société auront des techniques et sauront manier la langue et manier les concepts et promouvoir leurs concepts et leurs idées, plus on sera dans une société qui communique mieux, qui est plus sereine. Enfin, moi, en tout cas, je le sens comme ça. Euh, voilà. Et je pense qu'on ne s'en portera que mieux collectivement. Donc, si certains veulent faire ça, aider à faire ça, parce que la société se porte mieux collectivement en communiquant mieux, eh bien, allez-y. Alors, ça demande un peu d'énergie. Euh, et je vous promets pas qu'il n'y aura pas quelques moments de galère, mais
Mais honnêtement, on vit des moments hyper forts, hyper intenses. Enfin, on travaille sur de l'humain et on développe des compétences humaines, c'est chouette. Enfin, moi, ma récompense, c'est quand j'ai réussi à vendre une formation, que j'ai passé des heures à la monter, à faire les déroulés pour avoir tous les outils qui vont amener de manière très didactique toutes les compétences une par une pour pouvoir à la fin voir des gens qui se, pardon de l'expression, mais qui se sortent les doigts et qui vont porter une parole qui leur est propre avec de l'énergie et, euh, et, et leur mot à eux et leur personnalité profonde. Voilà, je trouve ça génial. J'ai juste envie de voir ça tout le temps et c'est mon moteur. Donc c'est ma récompense à la fin de la journée où il y a une restitution, un super beau pitch avec, on en prend en plein des belles images. Euh, j'aime les orateurs. J'aime et j'aime l'émotion que ça me procure d'entendre des beaux discours. Donc voilà. Ok. Faites de l'impro appliqué, faites que la société communique mieux et qu'on soit tous de bons communicants et moi je serais très heureux. Ça marche. Merci beaucoup Stéphane. Pour toutes les personnes qui ont suivi, ce podcast, je dis maintenant podcast parce que je suis sur les plateformes de podcast ou cette vidéo sur YouTube et qui n'ont pas pu, entendre peut-être certaines, réponses, parce que je n'ai pas posé certaines questions, vous pouvez les mettre en commentaire dans, YouTube et je me permettrai de retransférer à Stéphane. Merci beaucoup Stéphane pour, d'avoir pris le temps, de répondre à mes questions. Avec plaisir, Julien, c'est toujours une grande joie de pouvoir partager. J'espère en tout cas que on a bien vu que c'était une passion aussi en plus d'un métier. Mmh. Pour, toutes les personnes qui suivent Vivre Impro, si jamais vous voulez voir plus, de vidéos d'actualité, vous savez qu'il y a le groupe Vivre Impro ou alors le canal Telegram et puis sinon, bah, je vous dis tout simplement à la prochaine pour le prochain entretien. Ciao tout le monde et puis, salut Stéphane. Salut Julien, salut tout le monde.